Allez, pour notre décryptage politique, on retourne à l'Assemblée de Corse pour faire le point sur cette dernière session de l'année. Dominique Moret, on vous retrouve aux côtés de vos invités. Et oui, Marianne, nous sommes en... Bonsoir, nous sommes en direct de l'Assemblée de Corse où la dernière session de l'année vient de se terminer. À mes côtés, Jean-Martin Mandoloni pour la droite, Jean-Félix Akouaoui pour la majorité territoriale, par ailleurs député Lyotte. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Plus tard, nous recevrons également Julien Paolini pour évoquer le rapport sur la forêt qui a été voté hier. Mais d'abord, place à l'actualité politique avec ce vote de la loi immigration mardi à l'Assemblée nationale. Jean-Félix Akouaoui, vous êtes abstenu, tout comme Paul-André Colombagne et Michel Castellane. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas voulu mêler nos voix au Rassemblement national dans un débat qui devenait aussi assez pathétique et assez clivant après la commission mixte paritaire, parce que sur des principes fondamentaux, évidemment, le compte n'y était pas. Quand on attaque le droit du sol de manière rapide et non sérieuse, alors que c'est une disposition dans le texte anticonstitutionnel, on ne pouvait pas cautionner, mais en même temps, il y avait des mesures qui convenaient, comme un droit de régularisation qui est en fait une avancée sociale, y compris pour les étrangers travailleurs. Et on a glissé d'un texte qui se voulait régulateur d'une immigration clandestine, qu'il fallait travailler, c'est un vrai sujet de fond, et notamment avec les risques qui pèsent sur la société aujourd'hui, à un texte qui a attaqué les étrangers travailleurs ou régularisés. Donc on s'est abstenu en conscience pour ne pas prendre à ce jeu qui devenait très clivant, très pathétique au fond, et en même temps, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de pousser dans le vide un des interlocuteurs qui constitue l'interlocuteur du dossier Corse, qui est Gérald Darmanin, qui avait fort à faire. C'est pour cette raison que la semaine dernière, vous n'avez pas voté la motion de rejet ? Nous n'avons pas voté la motion de rejet parce que nous étions pour qu'il y ait un débat au fond sur ce sujet. Le problème, c'est que la motion de rejet intervenait avant que le débat ait lieu, et alors qu'il y avait eu un débat en commission qui, lui, a accouché d'un texte équilibré, et en commission des lois, nos représentants ont voté le texte. Alors Jean-Martin Mandoloni, ce texte, qu'est-ce qu'il vous en semble ? C'est une victoire des Républicains ou c'est une victoire du Rassemblement national ? Jean-Félix Akouaoui disait à l'instant que sur les principes, on s'écarte un petit peu de ce qui était habituel. Micro. C'est la victoire de ceux qui véhiculent un certain nombre d'idées depuis de très longues années, qui ne sont pas forcément celles du Front National. Moi, je n'ai pas compris la position du député Akouaoui. Soit il était contre, il fallait être au rendez-vous de ses convictions, soit il était pour, et il fallait s'assumer. Donc à vouloir manier la chèvre et le chou, à vouloir essayer de concilier l'inconciliable, elle n'est ni compris à Paris, ni en Corse, en tout cas par les interlocuteurs du gouvernement. Bon, moi, je considère que c'était un texte équilibré. Si j'avais été député, probablement, très probablement, me serais-je rangé du côté de ceux qui ont trouvé l'équilibre très bien défini, je trouve, dans la formule de Darmanin. Il s'agissait d'être un peu méchant avec les méchants et assez gentil avec les gentils. C'est un point d'équilibre qui, à l'arrivée, je le souligne, ne satisfait finalement personne. Jean-Félix Akouaoui, vous avez entendu la critique. Non, je crois que la même critique nous était portée lorsque nous étions contre. Nous avions porté la motion de censure pour les retraites que nous n'avons pas regrettée, puisque sur les retraites, nous avons assumé nos responsabilités, d'autant plus qu'il n'y avait pas de début d'accord politique avec le gouvernement. Contrairement à aujourd'hui, nous avons bien avancé sur la Corse, d'où notre abstention. Mais sur le fond, malheureusement, ce n'est pas un point d'équilibre. J'en veux pour preuve 59 députés de la majorité présidentielle qui soit ont voté contre, soit se sont abstenus. Nous avons une crise politique de gouvernance qui sera peut-être réglée d'une autre manière. Le fait est qu'il ne me semble pas que cette loi sera appliquée en l'état. Il y aura certainement censure du Conseil constitutionnel sur 14 mesures. On compte beaucoup là-dessus finalement aussi. Évidemment, et c'est une évidence juridique pour beaucoup d'observateurs. Alors une motion a été déposée par Pierre Diong visant à rejeter cette loi immigration. La motion n'a pas été examinée au fond. En revanche, elle a été présentée. Elle n'a pas été examinée au fond pour des raisons essentiellement administratives ce soir. On écoute un extrait de Pierre Diong. Je le dis fermement en tant que deuxième parrain électoral d'Emmanuel Macron en 2017 et soutien en 2022, croyant au progressisme du président. Et là, j'ai été heurté par deux dispositions de la loi immigration. La première, c'est la fin du droit du sol, puisque des enfants d'étrangers nés en France n'auront plus la nationalité qu'au bout de 18 ans, et encore en la demandant. Et la deuxième, c'est le début de la préférence nationale, puisque on voit que les APL ne seront plus accordés qu'au bout d'un délai de 3 ans à des gens qui travaillent et qui sont déclarés et qui cotisent.
Alors, on vient d'entendre Pierre Diong. Il y a un autre aspect, il y a des départements sur le continent, il y en a 32 qui refusent d'appliquer certaines dispositions de la loi. Est-ce qu'ici, vous n'êtes pas le président du Conseil exécutif, mais vous êtes quand même un pilier de la majorité, on dira, est-ce qu'ici, on s'oriente vers une décision de ce type ? Écoutez, il est tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que la motion de Pierre Diong sera étudiée, puisque pas la motion de Pierre Diong, je parle sur le fond. Le débat autour du projet de loi immigration aura lieu. Il aura lieu, j'espère, et nous souhaitons, dans un temps qui le permette, parce que c'est un débat sérieux. Et ce qui a manqué, justement, dans le cycle qu'on vient de vivre, c'est d'avoir un débat sérieux. Nous étions sous les caméras de CNews, BFM TV, à coup de punchline, et ça a altéré complètement le débat. Stefan Zweig disait l'opinion c'est la masse, la conviction c'est l'homme. Bon, il faudrait peut-être avoir un débat de conviction et non pas simplement un débat d'opinion. Et on en arrive au chaos d'aujourd'hui sur la fin de ce sujet qui est pourtant un sujet important. La démographie c'est un sujet important, l'immigration c'est un sujet important. Donc moi je souhaite qu'à l'Assemblée de Corse, et c'était le parti pris qui a été évoqué par les groupes présents, on a un débat sérieux à partir de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur l'immigration, à l'échelle du projet de loi, de son contenu, de ses manquements aux principes fondamentaux, mais en même temps à l'échelle de ce qui existe en Corse. Parce qu'il y a des réalités démographiques à gérer, et puis il y a aussi des principes fondamentaux à réaffirmer et à construire pour notre société. On va essayer de voir un peu quelle peut être l'incidence, on va dire, de cet événement sur la suite du processus. En tout cas, Jean-Martin Mondologne, c'est un retour en force de la droite et du Sénat. Ça veut dire ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne sur le pouvoir normatif, sur un certain nombre de dispositions que demandent les nationalistes. Vous vous dites aujourd'hui, ils sont au cœur du jeu. Moi, ce que je dis très simplement, c'est que l'Assemblée de Corse a fort à faire, et avant de s'occuper et de refaire les débats de l'Assemblée nationale, elle a beaucoup de choses à gérer. Dans cette histoire, il s'agissait de quoi finalement ? Il s'agissait de créer les conditions pour que les lois fonctionnent mieux en France et faire en sorte que ceux qui doivent être accompagnés aux frontières le soient. Il s'agit de répondre à des impératifs économiques, faire en sorte d'admettre qu'en France l'immigration elle est d'un point de vue nécessaire, et de faire en sorte que ceux qui n'acceptent pas les règles d'intégration à la française ne soient plus dépositaires de l'identité française. Une fois qu'on a dit ça, au-delà de cet aspect, pensez que c'est ce qui s'est passé, et notamment le positionnement des députés nationalistes à l'Assemblée nationale n'aura pas d'incidence. C'est finalement se laisser croire que la politique n'est que de la technique. La politique, elle est faite avec des hommes. Et le processus de Beauvau, c'est un long processus dont on ne sait pas à quoi il va aboutir, mais dont je peux dire avec d'autres qu'il s'est construit sur la confiance. La confiance progressive entre Corses, évidemment, même s'il ne fallait pas beaucoup pour que nous admettions qu'en dépit de nos différences, nous pouvons travailler en bonne loyauté, en bonne intelligence, mais il fallait construire une confiance avec Paris. Moi, je pense que cette confiance, du point de vue humain, elle est altérée. J'espère qu'à un certain niveau, on saura faire la part des choses, et que le rôle qu'ont joué les députés nationalistes à l'encontre de Gérald Darmanin, et qui fragilise à la fois le gouvernement et d'une certaine façon qui impacte l'Élysée, n'aura pas d'incidence. J'ose l'espérer. Mais ne faisons pas comme si... Sacha Houlier, président de la Commission des lois, qui a voté contre, il est encore dans la majorité. Ça veut dire qu'on peut être y compris dans la majorité et voter contre. Je ne suis pas sûr que Sacha Houlier... Est-ce que le Sénat est aujourd'hui au cœur du dispositif ? Je ne suis pas sûr que Sacha Houlier ait les mêmes prérogatives aujourd'hui et demain qu'il n'en avait il y a quelques jours lorsqu'il est venu rendre une visite en Corse. Sur le Sénat. La France redécouvre avec éclat que, un, le Sénat existe, et que, deux, la droite est majoritaire au Sénat. Nous, c'est vertu à dire, de façon discrète, peut-être inaudible, depuis le mois de juillet, que ce long parcours qui vise à décider entre nous et après faire en sorte que le Parlement décide. Il est bon de rappeler aux Corses que ce n'est pas les Corses qui vont décider de l'avenir, quand bien même se mettraient-ils d'accord au mois de janvier, au mois de février. C'est le Parlement qui va décider, et le Parlement, il est constitué en grande partie par la droite sénatoriale, dont on a vu, quelles que soient les positions qu'on puisse avoir les uns et les autres, qu'elle pèse très fort sur les décisions finales. Jean-Félix Akouaoui, quelle incidence à la fois de cette fragilité de la majorité présidentielle et de ce retour en force du Sénat ? Bon, d'abord, vous l'avez rappelé, mais c'est important de le souligner. Sacha Houlier va compter. Jean-Paul Mattei, président du MoDem, qui s'est abstenu, ne va pas quitter la présidence du MoDem. Il s'est abstenu sur ce texte, il était en courroux contre ce texte. 59 députés, ce n'est pas rien. Ils ne vont pas tous être exclus de la majorité présidentielle. Donc je pense qu'il faut être sérieux. Ce n'est pas notre abstention qui altère quoi que ce soit, sauf à trouver des excuses.
Et nous sommes des supplétifs de personne, nous l'avons montré pour la retraite, et il n'y a jamais eu de négociation pour dire votez pour le projet immigration et vous aurez un accord sur la Corse. Ça ne s'est jamais posé en ces termes. Ceux qui disent ça seraient malhonnêtes. Donc il faut être clair et simple et tranquille. Nous n'avons pas voté contre pour des raisons de bienveillance vis-à-vis de Gérald Darmanin, d'autant plus que nous avons voté en commission des lois ce texte équilibré, qui n'a plus été après, et nous avons joué le jeu. Sur la question des incidences, pour moi, ceux qui disent qu'il y a un lien font de la spéculation intellectuelle entre dossier migration et dossier Corse. Il est inscrit dans le calendrier et en fait, ça nous renvoie à nos responsabilités et je pense que Jean-Martin Mandoloni le sait, donc il n'y a pas besoin de parler vers le Parlement. Ce qui compte, c'est l'accord en Corse. Le reste déroulera. Donc prenons nos responsabilités pour pas louper le rendez-vous pour l'avenir de la Corse et de ses enfants. Je pense que la balle est dans notre camp. Des éléments de calendrier, la commission sociale, est-ce qu'elle viendra ici? Vous avez Gérald Darmanin qui était annoncé encore. La commission des affaires des lois du Sénat, à la demande du président exécutif, qui viendra en janvier. La commission des finances de l'Assemblée nationale viendra en février. La commission des affaires sociales viendra aussi dans le premier trimestre. Yaël Braun-Pivet, que nous avions sollicité, a répondu favorablement et publiquement, l'a déclaré à l'ARF qu'elle viendrait en février. Donc vous voyez bien que nous avons une acclimatation pour qu'il y ait une grande convergence des forces politiques, tel que s'est manifesté déjà en commission de loi de l'Assemblée nationale ici, y compris avec des gens de droite, qui ont dit qu'ils étaient favorables à l'autonomie. Je pense à Philippe Gosselin. Clairement, il a dit clairement. Donc nous sommes dans une convergence. Ne trouvez pas d'excuses pour altérer cette convergence. Jean-Félix Akaoui, merci à vous. Jean-Martin Mandoloni, vous restez avec nous. Parmi les rapports passés ces 2 jours, en dehors, on va dire, de ces éléments de haute politique, il y a celui de la forêt. Il s'agit d'un plan de sauvegarde de développement sur 5 ans. Je vous propose un aperçu. Ensuite, nous entendrons Julien Paolini. Assurer la disponibilité de la ressource. C'est le but premier de ce rapport, dans lequel plusieurs fiches actions sont consacrées à la préservation de la forêt. Sur la période 2024-2029, 15 millions d'euros sont prévus pour favoriser l'accès avec un double objectif, faciliter la défense incendie et permettre aux exploitants d'accéder au massif. Des attentes fortes sont exprimées en la matière au sein de la Chambre des territoires. Avant de créer des pistes, il faut pouvoir entretenir l'existant. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'entretien de l'existant. C'est pourquoi on a proposé de travailler sur ces fameuses conventions entre la collectivité et les communes forestières pour pouvoir améliorer la desserte. Et en améliorant la desserte, pouvoir avoir accès à des coupes marquées, ce qui n'est pas le cas actuellement, et donc de pouvoir augmenter la ressource exploitable. Le sujet est rendu complexe par les fonctions multiples de la forêt, à la fois espace naturel, lieu d'agrément et zone d'intérêt économique. La gestion se fera par massif en regroupant propriétaires publics et privés. Le rôle des maisons forestières sera renforcé. Autre objectif majeur, développer l'économie de la filière bois. Il s'agit à la fois d'intégrer le bois de marque Lignum Cortiga dans les marchés publics et de permettre la valorisation du bois de faible qualité. Le collectif Paavuresta-Gorz estime que le compte n'y est pas. Il y a un point fondamental qui n'est pas traité, c'est la question du bois énergie, qui est la clé demain de la construction d'une filière bois, puisque comme on a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, aujourd'hui il y a du bois de moindre qualité, il faut passer par une phase d'amélioration des peuplements, il faut également trouver d'autres modes de transformation pour ce bois de moindre qualité, même au-delà du bois énergie. La recherche et l'innovation, avec la mise en place d'une formation bûcheronnage et la création de partenariats avec l'université, figurent également au plan. Il est prévu aussi d'instaurer de nouvelles instances forestières, notamment en établissant une convention cadre entre la collectivité de Corse et l'ONF. La collectivité qui demande également le transfert des personnels d'État, ONF et DRAF. Julien Paolini nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, le collectif Paavuresta-Gorz dit en substance que l'exécutif n'est pas à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce que vous répondez ? Je dis que l'exécutif a pleinement rempli l'ensemble des engagements qui ont été pris il y a 2 ans lors des Assises de la montagne à Montégrosse, d'organiser une concertation très large avec l'ensemble des acteurs, les institutions, les agences et les offices, l'ONF, les communes forestières et bien sûr les services de l'État et les acteurs, les entreprises et les professionnels du secteur, une concertation qui aboutit aujourd'hui à un plan d'action très opérationnel, 5 objectifs stratégiques et 26 actions avec des moyens budgétaires qui vont être considérablement augmentés pour la mise en œuvre de ce plan pour une durée de 5 ans. Donc
on est au rendez-vous de nos engagements. Alors, la droite a voté pour. Parmi les nationalistes, il n'y a pas de vote contre, mais tous sont abstenus. Alors, la critique porte notamment sur les finances. 20 millions d'euros prévus initialement en 5 ans. Cela semblait peu. Finalement, vous le disiez un petit peu, cette somme a été augmentée. Ça a été doublé, je crois, 40 millions d'euros. Pourquoi faire? Alors, il y a, donc je le disais, 26 fiches d'actions qui sont prévues dans le cadre de ce plan d'action pour à la fois améliorer la desserte, c'est-à-dire l'accès à la ressource en bois, améliorer l'offre de formation et attirer les jeunes vers ces métiers du bois et de la forêt, renforcer l'innovation, notamment la valorisation de tous les types de bois, le bois énergie pour les bois de plus faible qualité, le bois d'œuvre pour les bois de qualité supérieure et la valorisation aussi de tous les bois intermédiaires et surtout de reprendre l'activité en forêt, de relancer l'activité en forêt et d'avoir une gestion durable de cette ressource qui est essentielle et qui est importante en Corse, la ressource bois. Jean-Martin Mondolagne, on l'a dit, vous avez voté pour ce rapport. Vous y avez mis une condition, que la demande de transfert des personnels de l'État, ONF et DRAF s'accompagne d'une étude d'impact financier. Pourquoi ? Bien, parce que chaque fois qu'il y a eu un transfert de compétences, au bout du compte, l'État qui a pris sa photographie à l'instant T a tendance à oublier que la vie augmente et les transferts ne suivent plus les compétences. Parce que le reproche et le grief qui était formulé à travers cet amendement, c'était de dire qu'on n'en finit plus de demander de l'autonomie à toutes les sauces et sur chaque dossier. On rejoint le débat de tout à l'heure, finalement. Et on rejoint quelque part le débat de tout à l'heure, ce qui constitue une espèce de pâte à modeler où on ne sait plus ce qu'on demande et pourquoi. C'est l'exemple type des choses sur lesquelles, non pas il faut freiner, mais où il faut s'interroger. Nous avons une compétence. C'est pas moi qui le dis, et je pense pas que ce soit l'exécutif, cet exécutif qui soit visé, car je suis prêt à reconnaître l'investissement de Julien et de l'ensemble de l'exécutif sur ce sujet. Mais les usagers nous disent, on n'y arrive pas. La filière est en panne, ça ne démarre pas, indépendamment des concertations, et depuis très longtemps. Or, on a des compétences. Et c'est pas parce que l'ONF ou les agents de l'État seront transférés demain à la collectivité que ça va mieux fonctionner. Donc, on est dans une attitude prudentielle sur ces sujets, sur l'idée qu'en vertu de l'autonomie qui pourrait arriver sous une forme ou sous une autre, on puisse demain améliorer les choses. Et deuxième sujet, si transfert il devait y avoir, prendre garde à ce que ce transfert soit assuré dans de bonnes conditions. Mais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, on veut être dans l'autonomie déjà, sans avoir fait la preuve que la compétence qui nous est octroyée depuis très longtemps par le législateur, nous l'avons utilisée plein pot. Et on est sur un sujet, on est dans l'entre-deux, donc on appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps, et on est sur un point de cale où on n'avance pas sur ce sujet. C'est ce que vous faites, vous appuyez sur l'accélérateur et le frein en même temps. Julien Paolini, il y a une réponse peut-être? Non, on appuie sur l'accélérateur, mais en faisant attention à ne pas sortir de la route. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate très clairement? C'est sur un sujet très complexe, très transversal, qui est celui de la forêt et du bois. On a une multitude d'acteurs, aussi bien la collectivité de Corse, et des agences et offices, par exemple la UE en matière d'énergie, l'ODARC en matière de pastoralisme, l'ADEC au titre de la deuxième transformation et de l'aide aux entreprises, et qu'on a besoin de rationaliser tout ça, parce que de l'autre côté, on a les services de l'État, l'ONF, la DRAF, la DDT, une multitude d'acteurs. Les entreprises ne savent plus à quelle porte taper. Il y a un enjeu de simplification pour une meilleure opérationnalité, conformément au plan d'action qui a été voté. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et bien sûr, et on est d'accord là-dessus, sur l'esprit d'une évaluation préalable au transfert de compétences. Tout simplement, évaluer aujourd'hui les moyens qui sont déployés par les services de l'État en Corse sur cette filière bois-forêt, les compétences qui sont réellement exercées par les services de l'État et celles de la collectivité de Corse, et simplifier un peu tout ça en confiant à la collectivité de Corse, qui est déjà, je le rappelle, propriétaire des forêts depuis 2002, l'ensemble de l'exercice de cette compétence, au vu des compétences qui sont aujourd'hui les siennes en la matière, notamment en matière d'aménagement du territoire. Alors, la dimension économique est importante. Il a été rappelé qu'en une vingtaine d'années, les ventes de bois ont été divisées par 4. Combien d'acteurs aujourd'hui vivent de cette économie? Alors, c'est difficile à dire. Il y a les acteurs de l'amont, de la première transformation, c'est-à-dire ceux qui vont aller couper les bois en forêt, puis les scier, éventuellement les sécher. Et puis il y a tous les acteurs de la deuxième transformation. Il y a ceux qui font du négoce de bois, qui importent du bois, mais il y a également ceux qui le transforment, qui le valorisent dans différentes matières. Ça peut être du liège, par exemple, pour isoler les constructions, du bois énergie, que ce soit pour de la production de chaleur
ou pour de la production d'électricité, ou encore le bois de chauffage. Donc il y a une multiplicité d'acteurs qui vivent autour de cette filière forêt-bois, parce qu'il y a aussi toutes les activités connexes, l'agriculture, le tourisme, les activités de pleine nature en général, le trail, la randonnée, les loisirs, la chasse et la pêche. Donc vous voyez que c'est tout un écosystème qu'il faut aujourd'hui réorganiser pour, je dirais, se réapproprier à la fois ce milieu et assurer son développement harmonieux sur l'ensemble du territoire insulaire. Il y a un potentiel, vous diriez, Jean-Martin Mondolone, qui est important en la matière? Oui, qui existe depuis longtemps. Je crois qu'il faut créer les conditions, encore une fois, sur le champ de compétences qui est le nôtre, en écoutant davantage les usagers dont on sent bien qu'ils ont été laissés pour compte depuis de nombreuses années. Ils ont le sentiment d'être incompris, le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être accompagnés. Il y a des moyens, je crois qu'il faut le saluer, mais plus que des moyens, je crois qu'il y a une mise en perspective des marchés qui sont ceux qu'on doit capter localement. On a l'île la plus boisée de Méditerranée, et pas seulement, on a une qualité de bois aujourd'hui qui est sous-exploitée, avec un nombre de séries qui diminue au jour le jour. Je crois qu'il faut relancer toute une industrie sur la base, je crois, d'un produit que bien des régions nous envient. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous avez également la responsabilité du PADUC. À l'occasion d'un rassemblement le week-end dernier, on ne parlera pas du fond, c'est à Cotitiave pour défendre Julien Perret. On ne parle pas du fond qui est une affaire judiciaire. Mais en revanche, d'aucuns s'interrogent, quand ce plan sera-t-il révisé conformément à la loi? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, on est en fin d'année 2023, donc c'est bien de faire un petit bilan. Rappeler quand même qu'il y a eu des avancées majeures en 2023, en tout cas pour les délégations qui me concernent, avec le vote de la PPE, avec également aujourd'hui, hier, le vote de ce programme en faveur de la forêt et du bois. Donc dès le début d'année, on va attaquer et on présentera à l'Assemblée de Corse l'analyse du PADUC qui permettra d'ouvrir la révision, une révision qui va se focaliser justement sur la question de l'urbanisme. Il y a beaucoup de sujets autour des évolutions de la réglementation en matière d'urbanisme depuis l'adoption du PADUC, mais je souhaite aussi rappeler que nous restons très attachés à l'esprit du PADUC de 2015 en matière notamment de protection des espaces stratégiques agricoles, de protection du littoral, en ayant toujours à l'esprit le souci d'un développement économique en respectant l'environnement, bien entendu, et la nécessité d'un rééquilibrage territorial entre les communes riches aujourd'hui et celles qui ont du mal aujourd'hui à se développer, notamment dans l'intérieur de l'île. Alors très rapidement, c'est un dossier qui croise une autre problématique, le ZAN, zéro artificialisation nette. Là aussi, ça se rejoint. Ça se rejoint tout à fait. On a de l'obligation dans le PADUC de traduire les évolutions en matière de réduction de l'artificialisation, c'est-à-dire de la réduction de la bétonisation, où le PADUC devrait être mis en conformité avec cette loi ZAN d'ici la fin de l'année 2024. Jean-Martin Mondolone, Julien Paolini, merci d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve le Corsigazir avec Marianne Romani.